Bien, merci à tous. On va démarrer du coup. Merci à tous ceux qui sont là. Je vais rappeler la première chose, c'est que c'est le dernier conseil de quartier de cette mandature. Et pour cela, du coup, je fais un pré-rappel, c'est le fait que nous sommes enregistrés. La réunion est filmée et elle sera disponible aussi le lendemain pour les foules qui vont pouvoir regarder le lendemain et qui attendent sur le site internet. Voilà. On s'excuse pour effectivement, il y a peu de monde parce qu'il y a eu peu de temps entre les deux conseils et donc du coup, on n'a pas pu tirer des affiches ni même l'annoncer sur le site. Moi que ça a été fait, je ne suis pas allé vérifier tout à l'heure. Donc voilà, ça peut expliquer. Malgré tout, d'une part, il y a les meilleurs, c'est-à-dire les plus motivés, et d'autre part, on va quand même le faire. Voilà. Donc je voulais juste du coup rappeler que c'est le dernier conseil de quartier de la mandature. Et pour ce faire, dire aussi du coup à la caméra et à tous ceux qui peuvent écouter ce conseil que vous encouragez à participer au conseil de quartier. Et pour cela, vu que la mandature va finir, tous les postes, en tout cas la plupart des postes de conseil de quartier vont être remis aux élections. D'accord ? Oui, ce sont des élections, le tirage au sort. Donc c'est d'ailleurs peut-être un des modes des scrutins les plus intéressants et les plus justes. Donc en fait, vous pouvez vous inscrire pour demander à être conseiller de quartier et ensuite vous serez tiré au sort, ou non d'ailleurs, soit comme titulaire, soit comme suppléant. Voilà, je vous encourage à participer à cette aventure. J'encourage à tous ceux qui regardent, tous ceux qui sont ici, n'hésitez pas, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de critères, il n'y a personne qui sélectionne, sauf le tirage au sort. D'accord ? Ce qui est en soi formidable, puisque c'est juste la main heureuse du destin qui choisit. Enfin, il y a quelques conseillers titulaires, effectivement, mais qui ont fait preuve d'un tel dévouement pour le conseil de quartier qu'ils méritent d'être là, et notamment aussi pour des raisons professionnelles. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ce que je rajoute aussi pour ceux qui vont être candidats, c'est une expérience à vivre pour le quartier. Mais ce que je veux ajouter, c'est que si vous êtes élu, il faut tenir ensuite les rangs. Voilà. Et effectivement, vous voyez que tous les conseillers de quartier ne sont pas là ce soir. Il y en a qui ont totalement disparu, etc. Donc j'encourage la prochaine mandature, il y en aura probablement qui sont resélectionnés, à tenir bien les rangs. Voilà. Et à garder un investissement durable dans le conseil de quartier. Je rappelle aussi du coup que ce conseil de quartier, n'hésitez pas, vous avez aussi des temps de questions, donc la salle peut réagir et poser des questions à toutes les personnes, tous les intervenants. Je vais rappeler l'ordre du jour. On va d'abord faire un point sur la fête de quartier, car c'est un exercice très bien rodé pour notre quartier. Annie Poupon gère une équipe du coup, et le conseil de quartier, enfin la fête de quartier aura lieu à la fin du mois. Donc elle va nous faire un point là-dessus. Deuxième point, ça va être un point sur les travaux et entretiens des squares Saint-Lambert et Adolphe Chériot. Et on va recevoir M. Fabien Berroir, le chef de la division des espaces verts, la DEV. Et enfin, un troisième point sur la collecte des déchets organiques. Car vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais la collecte des déchets organiques va être normalement obligatoire en 2024, à part des autres déchets. Et pour cela, il faut savoir être, à titre informatif, savoir comment s'organiser au sein des ménages, notamment pour organiser cette collecte. Et il y a des solutions qu'on va nous présenter tout à l'heure. Donc voilà tout. Est-ce que les conseillers de quartier ont peut-être quelque chose à ajouter ? On va démarrer sur la fête de quartier. Voilà. Annie, qui est l'organisatrice des fêtes de quartier, je rappelle qu'il y en a déjà eu plusieurs, du coup, 7 ou 5 ? 7 ? Et toutes avec un grand succès, plus les uns que les autres, d'autant plus que la dernière était en décembre l'année dernière, c'était autour du Père Noël, dans une salle de la mairie, et nous réitérons l'exercice, du coup, en juin, fin juin. Donc Annie va nous en parler. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors surtout, n'oubliez pas, en partant, Tony de la mairie vous a mis des docks près de la porte de la sortie, ce qui vous permettra de découvrir notre affiche de la fête de quartier. Donc là, maintenant, je peux vous dévoiler officiellement le thème. Il s'agit d'une soirée disco. Le meilleur des années 80 sera au Square Saint-Lambert le 30 juin de 18h à 21h.
Voilà, donc venez danser, il y aura des jeux, il y aura plein de cadeaux à gagner. Et vous pourrez bien sûr apporter votre dîner, enfin votre pique-nique, parce qu'il fera très beau ce jour-là, on le sait déjà d'avance. Et voilà. Et non, mais ça va être vraiment, on va mettre le feu au Square Saint-Lambert. Et il y a toujours une très bonne ambiance avec les années 80. Nous avons bien sûr un DJ professionnel qui va nous accompagner pendant la soirée. Et vous verrez, il y aura des jeux, on dansera, on vous invitera aussi à un stand où il y a des boissons, des petites grignotages salés et sucrés. Voilà. Donc, j'espère que vous serez plus nombreux que ce soir. Mais bien sûr, ce n'est pas... C'est une évidence. Pardon, oui, il faudra l'annoncer surtout. Oui, bah, bien sûr. Alors, comme d'habitude, on va matraquer évidemment le quartier Saint-Lambert, on va afficher partout. Et j'ai la chance d'avoir une équipe d'une dizaine de conseillers de quartier que je remercie toujours à chaque fois parce que c'est important. Ils font un travail du tonnerre à mes côtés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est déjà signalé le dernier bulletin de la mairie du 15e, là, il signalait la réunion d'aujourd'hui, et il signale... Exactement, la newsletter de la mairie que vous avez reçue hier ou avant-hier, voilà, et déjà... Dernier, parce que c'est le dernier... C'est normal, c'est en fonction des dates, donc voilà. Mais elle est déjà signalée, vous doutez bien que nous, sur les réseaux, on va bien alimenter ça aussi, et en affichage et en diffusion papier. Exact. Donc très bien, des fêtes, encore une fois, des fêtes de quartier très courues. Voilà, c'est parmi les meilleures de celles du 15e, de tous les des conseils de quartier. Donc voilà, soirée disco au Square Saint-Lambert. Effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde que ce soir. C'est quand même aussi un peu plus excitant entre nous, peut-être. Mais voilà, ce sera en tout cas en plein air et c'est une grande chance d'avoir le Square Saint-Lambert une partie de l'année. Enfin, cette partie de l'année ouvert jusqu'à 22h, si je ne me trompe pas. 21h, d'accord. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à en diffuser autour de vous. J'espère qu'on fera le relais. Les fêtes de quartier, on aura le temps effectivement d'avoir des tracts, de pouvoir les apposer un peu partout. Parlez-en autour de vous. Et voilà, ce sera une réussite. Est-ce que du coup, passons au sujet suivant, à moins qu'il y ait des questions. Les conseillers de quartier peuvent aussi réagir. Les travaux et entretien des squares. Est-ce que M. Fabien Berroir est là du coup? Oui, parfait. Vous voyez Le voilà. c'est l'entrée parfaite. Il est là, bravo. Allez, vas-y. Excusez-moi. Vous avez quelque chose à présenter? Non. Ok. Du coup, travaux et entretien des squares Saint-Lambert et Adolphe Chériot. Voilà, le conseil de quartier a souhaité mettre ce sujet à l'ordre du jour, même si on l'avait déjà évoqué. Pourquoi? Parce que le square Saint-Lambert, c'est notre écrin au milieu du quartier, effectivement. Mais on a eu vent, effectivement, de travaux d'aménagement du square et on voulait juste, le conseil de quartier souhaitait en savoir plus sur les projets en cours. Enfin, sur le square Adolphe Chériot, donc pour remettre, c'est celui qui va jusqu'à au-dessus de la mairie, qui va jusqu'à Vaugirard, qui est tout en long et qui connaît aussi des défaillances de portillons, etc. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, ça fait quasiment plus d'un an qu'ils ne sont pas réparés. Et on se demande pourquoi, comment, les balles se fusent dans tous les sens. Et voilà, c'est juste... donc travaux du square Saint-Lambert et travaux de réfection du square Adolphe Chériot. Bonsoir à tous. Donc Fabien Berroir, le responsable des espaces verts du 15e arrondissement pour la ville de Paris. Donc moi je vous avais fait déjà une petite présentation lors du dernier conseil de quartier sur ce qui avait été réalisé, donc je ne vais pas tout reprendre pour ne pas faire de redite par rapport au dernier coup. Quand même vous signaler deux petites avancées notables dans le square Saint-Lambert par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu courant mars. Donc déjà la rénovation du jet de la fontaine est terminée. Donc la remise en eau est en cours. Il y avait un nettoyage approfondi de la fontaine à réaliser puisqu'elle n'avait pas fonctionné depuis maintenant de nombreux mois. Donc ça devrait démarrer. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la suivante. Normalement la semaine prochaine tout devrait être bon. Par ailleurs, la dalle de l'auditorium a été réparée. Les travaux sont terminés. Alors
Éventuellement, il reste le temps de sèche, mais ça va rouvrir dans les jours qui viennent, parce que pour que le béton soit suffisamment solide, il faut... Alors, D'accord. je peux intervenir, Vivien ? En cours, Juste pour l'auditorium. Donc, merci Fabien, mais comme je n'avais pas eu de réponse à mon mail, on a préféré ne pas prendre de risques et on redescend sur les pelouses pour la fête de quartier. D'accord, c'est vrai que je n'avais pas eu l'information tout de suite du calendrier de ces travaux qui sont suivis par mes collègues du patrimoine et de l'architecture. Bon, c'est l'essentiel que les travaux soient maintenant terminés. Il ne reste plus que la consolidation de la dalle pour que ce soit entièrement opérationnel. Et la consolidation devrait intervenir sous peu. Par ailleurs, vous m'aviez sollicité, je crois, par rapport aux abattages des arbres qui peuvent avoir lieu dans le parc. Alors déjà, il faut savoir que le suivi des arbres est très poussé à la ville de Paris. Tous les arbres sont contrôlés chaque année pour estimer leur bonne santé ou leur moins bonne santé. Et les abattages ne se font que lorsque c'est absolument nécessaire pour bien souvent des raisons de santé de l'arbre. Alors ça peut aussi être des causes de dangerosité, si des branches menacent de tomber, ou voire toute la totalité de l'arbre, mais généralement s'il menace de tomber, c'est qu'il est en mauvaise santé. Dans le cas du square Saint-Lambert, beaucoup des arbres qui l'habitent ont été plantés lors de la conception du square, donc il y a quand même maintenant 80 voire 90 ans. Et donc pour la plupart des arbres qui sont plantés en ville, ça correspond à peu près à leur fin de vie, la fin de leur espérance de vie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a effectivement un renouvellement relativement important des arbres dans le square. Après, chaque arbre qui est abattu est systématiquement replanté selon sa localisation, selon son essence, etc. Soit il peut être replanté au même endroit et la même essence, soit au même endroit mais une essence différente, soit une essence différente dans une localisation différente. Par ailleurs, nous travaillons actuellement à l'amélioration du kiosque et de ses abords. Voilà, pour qu'ils permettent d'accueillir des manifestations dans des conditions meilleures. Donc ça, le projet est en cours. Peut-être qu'il pourra faire l'objet d'une prochaine présentation au conseil de quartier, ou peut-être que ça va mal tomber parce que l'idée, ce serait de réaliser ces travaux fin de l'été, début de l'automne. Donc je crois que comme le conseil de quartier se renouvelle, peut-être que ce sera un petit peu... Enfin là, je ne suis pas prêt pour l'instant à vous présenter le projet dans son ensemble, mais à vous le présenter globalement. L'idée, c'est d'améliorer l'éclairage pour les spectateurs qui peuvent venir lorsque les spectacles s'opèrent de nuit, et puis d'améliorer les écoulements des eaux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ravinement sur cette zone. Donc l'idée principale des travaux va être d'éviter qu'il y ait de la nouvelle création de flaques, et donc du coup un peu couper ces pentes et rediriger les eaux le plus possible vers les réseaux d'assainissement, voire vers les zones végétales. Par ailleurs, un autre des gros travaux qui aura lieu d'ici la fin de l'année, c'est la remise à neuf de l'étanchéité de la fontaine, parce qu'elle est, enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle est assez dégradée. Il y a beaucoup de plaques qui se décollent. Donc l'idée, ce serait de le faire après la période de fonctionnement normale. C'est-à-dire probablement en fonction de la météo, à partir de mi-octobre ou un petit peu plus tard. Alors après, les travaux d'étanchéité, dans l'idéal, il faut les faire lorsque la météo est très clémente, parce que les produits qui sont mis en place sont hydrofuges, et le temps qui sèche, il nécessite de ne pas avoir du tout de précipitations. Donc voilà, c'est peut-être des travaux qui peuvent durer un petit peu de temps, mais ça se fera pendant la période plus calme du square, donc l'automne, hiver, voire si les conditions sont vraiment très mauvaises, tout début de printemps prochain. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur le square Saint-Lambert, sauf si vous avez des questions dessus. Sur le square Chériou, il y a des travaux de sol qui vont être réalisés dans le courant du mois de juin. Effectivement, depuis la réouverture du square et les travaux qui ont été réalisés en 2017 ou 2018, les sols se sont beaucoup dégradés. Donc voilà, il y a des reprises qui sont nécessaires et qui vont être faites courant du mois de juin.
Chaque année, à tout temps de l'année, on a une équipe de l'entreprise titulaire de notre marché d'entretien des sols, l'entreprise SNTPP, qui tourne en permanence dans l'arrondissement, justement pour pouvoir faire ces petits travaux et également les travaux un petit peu plus grands. Vous l'avez sûrement, peut-être vu dans le square Saint-Lambert, elle est pas mal intervenue ces derniers temps, ou dans d'autres parcs et jardins du 15e arrondissement. Et le sujet, je pense, qui vous intéresse le plus, ce sont les portillons. Alors, on a, sur le square Cherriou, j'entends, on a beaucoup de problèmes avec ces portillons, là encore, depuis l'ouverture du square. Beaucoup de riverains se plaignaient des bruits qu'ils font lorsqu'ils claquent. Probablement à juste titre. C'est vrai que ce sont des portillons qui sont très utilisés, particulièrement ceux de la rue de Vaugirard, puisque le square est traversant et permet à beaucoup d'habitants de passer par le square plutôt que par la rue. Donc d'ouvrir systématiquement le portillon et de le laisser claquer. Alors on a cherché plusieurs moyens techniques pour résoudre ce problème. La première idée qu'on a eue, c'était de ne pas changer l'ensemble du portillon puisqu'ils étaient relativement neufs, et du coup de mettre des ralentisseurs, un petit peu comme on peut le voir sur les portes classiques, notamment dans les bâtiments. On les a posés il y a quelques années, mais malheureusement, on a donc renouvelé l'opération 2 fois parce que malheureusement, ces grooms, on peut les appeler comme ça, ont été vandalisés et donc du coup n'ont pas permis d'assurer leur fonction suffisamment longtemps. Donc maintenant, on va carrément changer les batteries de portillon. On a actuellement une entreprise de serrurerie qui est assez défaillante, qui est unique pour l'ensemble de Paris et qui est complètement débordée par la charge de commande qu'elle a. Donc les devis pour les portillons ont été demandés, n'ont pas encore été reçus. Mais voilà, c'est quelque chose dont on a conscience et pour lequel on essaye de faire le maximum pour accélérer le remplacement des portillons et leur fonction assurée correctement, donc de portillons pour protéger l'aire de jeu, les enfants qui pourraient s'échapper de l'aire de jeu et permettre de se refermer sans faire trop de bruit après le passage d'une personne. Les bouchons en caoutchouc qu'il y avait dans le temps, ça atténuait énormément le bruit. Alors il y en a beaucoup qui ont été mis. Alors je pense qu'ils ne s'adaptent pas forcément sur ce type de portillon. En tout cas, ça a été testé et ils n'ont pas forcément bien tenu. Ils sont vite, soit dégradés, soit retirés par des usagers pour je ne sais pas trop quelle raison, soit n'ont pas tenu parce qu'ils ne sont pas adaptés au modèle de portillon. Jean-Philippe ? Juste un point sur ce sujet, parce que moi je reçois énormément de mails des riverains. Il y a même une association, un collectif des riverains du square Cherriou qui m'ont saisi de multiples fois depuis à peu près 2 ans sur cette histoire de portillon. Donc vous vous en souvenez, on a pendant un moment fermé des portillons parce qu'ils étaient défectueux pour éviter le bruit. Ces riverains en question se plaignent maintenant que les portillons sont fermés parce que ça rend l'accessibilité du square réduite, puisque au lieu d'avoir 4 entrées, il n'y en avait plus que 2, ou au lieu de 5, il n'y en avait plus que 3. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, ça réduisait le nombre d'entrées. Là maintenant, ils sont tous vent debout. J'ai encore reçu des mails et des messages où on se fait presque insulter, mairie du 15e, parce que les beaux jours arrivent, les portillons sont fermés, ça claque ou ça claque pas. Alors maintenant, vous avez une opposition entre les anti-portillons et les favorables aux portillons. Vous avez une opposition entre les parents avec enfants qui hurlent sur les gens qui ont demandé la fermeture à cause des portillons qui faisaient du bruit. Ça devient un foutoir absolument ingérable. Alors moi, j'ai qu'un souhait. Trouvez-moi une solution, mais express, pour que, je sais pas, démonter les portillons. Moi, je vais aller les faire sauter moi-même si ça continue. Alors non, mais attendez, je finis parce que là c'est l'élu qui parle. C'est-à-dire que
c'est bien beau, voilà. C'est pas à vous que j'en veux, hein, évidemment, mais c'est pas pour. Mais je peux pas gérer cette situation. Parce que les gens s'engueulent maintenant entre eux, parce qu'on remarque que la société se dégrade de plus en plus, mais elle se dégrade aussi dans les comportements des gens entre eux. C'est-à-dire, il y a les anti-portillons contre les portillons, contre les favorables aux portillons, les parents qui sont contre les gens qui ont demandé la fermeture à cause des portillons. Tout le monde se déteste, en fait. On est dans une société où tout le monde se déteste et plus personne n'est capable d'accepter et de respecter un certain nombre de règles. Les portillons sont endommagés. Vous venez de nous dire que, à ma grande joie, qu'ils vont être revisités, transformés, changés, modifiés, etc. Moi, j'en suis très content. Mais vous allez voir, on va encore avoir des gens qui vont nous dire « Oui, mais alors, les enfants, il y en a ras-le-bol, ça fait trop de bruit, ça gueule, etc. » Alors, évidemment, quand on vit autour du square Saint-Lambert, en plein été, on ouvre ses fenêtres. Évidemment, il y a des arbres. Mais on entend les enfants. Dans ce cas-là, il faut déménager. Cherriou, pardon. Donc, je dirais que quelque part, c'est une sans fin. Donc, moi, j'aimerais juste, pour ne pas prolonger le débat et monopoliser la parole, parce que tout le monde a très bien compris de quoi je parlais, hein, et tout le monde a très bien visualisé ce que peut être une série d'énervements, d'engueulades, de mails, de coups de fil, de gens qui viennent même à la mairie pour t'empêter. Alors, ils sont pas 150, hein, mais ils sont suffisamment nombreux pour être extrêmement énervés. Alors moi, je leur en veux pas parce qu'ils s'engueulent tous entre eux en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas... Bon, maintenant, la mairie n'est même plus dans le jeu puisque c'est entre eux qu'ils s'engueulent. Hein. Portillon, pas portillon, famille, pas famille, enfants, sans enfants, les poussettes, les machins, les bacs à sable, le truc, le bazar, le bruit. Bon, il y a toujours quelque chose. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est toujours la même chose. Personne n'est content. On va croire que tout le monde pense que tout est possible et qu'on peut contenter tout le monde. Sauf que là, moi, je ne vais pas me mettre à genoux et prier votre statut aujourd'hui, Fabien, mais trouvez-moi une solution. Mais ne me dites pas qu'un marché est en cours de réalisation et qu'on va trouver un résultat. Vous allez me dire, ça y est, on change les portillons fin septembre. Fin septembre, on va avoir la guerre atomique tout l'été. Tout l'été et tout le mois de juillet, tout le mois de juin, s'il fait ce temps-là, on va avoir la guerre atomique. Parce que le mois de juin, c'est normal. Moi j'ai connu ça quand j'avais des enfants en bas âge. J'étais très content de les emmener dans les parcs et les jardins. Donc c'est normal. Et les gens qui n'ont pas d'enfants, ils gueulent sur les gens qui en ont. Donc vous voyez, mais trouvez-moi une solution le plus rapidement possible et d'une façon express. Parce que là, moi, ça m'inquiète beaucoup quand vous me dites qu'il y a un marché qui est lancé, etc. Moi, Alors, dans ma vie professionnelle, je connais les marchés publics mieux que quiconque autour de cette table. Et je peux vous assurer que les marchés publics, ça peut prendre des mois et des mois et des mois. Et ce n'est pas la faute de la ville de Paris, c'est le système administratif français qui fait que les marchés publics peuvent mettre des décennies. Et si pour me changer mes portillons au mois de septembre, au mois d'octobre, je vous dis non, là on se moque du monde, c'est pas possible. Il faut que les portillons soient changés le plus rapidement possible pour qu'on retrouve une sérénité autour de ce square Cherriou, parce que sinon, ça, je vous assure, ils vont venir, et je pense ils vont venir se taper dessus ou s'engueuler entre eux. Hein. Et nous, élus, en tous les cas, on ne peut pas accepter ça. Donc il faut trouver une solution. Oui. La question, c'est pas que les gens se tapent dessus, c'est que les choses fonctionnent aussi. Il faudrait que les choses fonctionnent aussi dans cette ville, un minimum, quoi. Il y a un portillon, c'est fait pour être ouvert. Là, c'est pas possible. On peut pas en vouloir toujours aux gens, en fait. Maintenant, j'aimerais bien aussi savoir pourquoi les gens se plaignent et par quel canot ils se plaignent à vous, en fait. Comment ils se plaignent? Ils vous envoient des mails, ils s'adressent à vous, ils s'adressent à la mairie? Non, mais c'est pas ça. On me dit que vous avez changé les portillons parce qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'il y ait des portillons. C'est moi qui dis ça. Non, là, je parle des portillons. Non, on a changé. Dans un premier temps, je refais l'historique. Ils se plaignaient à vous, alors. Ils ne se plaignent pas directement auprès des services, parce que comme ils savent pas qui est M. Leroy, et ils ne savent pas plus qui est M. Dupont-Durand, qui est directeur de ceci. Donc ils se plaignent à la mairie du 15e. Mais oui, ce sont les élus qui sont en... Et vous relayez du coup le fait que... Mais attendez, vous relayez, il y a des gens qui habitent au-dessus d'un portillon, et ils se plaignent qu'il y a un portillon qui s'ouvre et qui se ferme. Enfin, là, le monde est un petit peu à l'envers, quand même, non? Enfin, un portillon est fait pour être ouvert et fermé. Non? Là, ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas.
Mais attendez, ça fait du bruit, les voitures, ça fait du bruit aussi. Un portillon Non est fait pour fonctionner. Moi, je demande pas d'arrêter la circulation dans ma rue parce que ça fait du bruit. Enfin, au bout d'un moment, Madame. Oui, je voulais dire quelque chose simplement sans faire de la provoque. Mais il y a des squares dans Paris qui sont ouverts 24 heures sur 24 et ça pose pas de problème. Il y en a un dans le 15e à côté de Béla Bartok, je crois qu'il s'appelle Pablo, quelque chose comme ça. Pablo Casal, oui. Voilà, c'est ça. Et Béla Bartok aussi d'ailleurs. Voilà. Et il se trouve face à la dalle Keller. Là, on est dans le 15e, en plein près de la mairie. Donc, pourquoi on pourrait peut-être essayer de faire un essai? Puisque, en plus, le square serait beaucoup plus utilisé. Parce qu'actuellement, c'est vrai que quand le square est fermé, on est obligé de passer par la rue le long de la place Adolphe Cherriou. Et comme la rue Bosset n'est pas fermée, on se retrouve face à une voiture. C'est moins agréable, oui. Du coup, on se retrouve toujours coincé entre les grilles du square et les grilles des arbres. Donc, si le square était ouvert, eh ben, tout le monde en profiterait un peu plus, peut-être. Alors, les portillons fonctionnent. Attendez, on va laisser répondre Fabien et puis après on prendra. Effectivement, ces portillons sont fonctionnels. Leur souci, c'est qu'ils font du bruit. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints depuis longtemps à la mairie qu'ils faisaient du bruit. On a cherché des solutions. Bon, bah voilà, on est d'accord. Mais il y a des coqs qui chantent. Quelque chose. Alors, pour Oui, il y a le les coup, coques et les cloches. pour le coup, si vous le souhaitez, encore une fois, ces portillons sont fonctionnels. Si vous le souhaitez, on peut les laisser ouverts le temps du remplacement des portillons. Par contre, forcément, les personnes qui habitent au-dessus et qui l'entendent claquer à longueur de temps vont forcément s'en plaindre. Parce que pour faire le point sur l'histoire du marché public, alors le marché public existe, c'est un marché à bon de commande sur lequel on peut donc commander les différentes prestations de serrurerie dont on peut avoir besoin. En l'occurrence, changer le portillon, les portillons de cette rue. Le problème, c'est que le prestataire a répondu à un marché pour lequel il n'est pas forcément en capacité de tenir ses engagements, et donc du coup, on n'a pas de solution. Et vous cherchez résilier, changer de prestataire. Attendez, s'il vous plaît, on va essayer de chacun son tour. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est C'est des processus qui existent, qui sont en cours, mais qui prennent, comme le disait Monsieur Pierre, qui sont longs, qui demandent de constituer des dossiers importants, qui demandent que la défaillance du prestataire dure, et il assure quand même un certain nombre de commandes. Après, Paris est grand, et du coup... oui, Paris est grand, il y a un budget à Paris, il y a des impôts, on les paye. Bien sûr, tous. mais le problème okay. n'est ni budgétaire, ni... et encore une fois, en fait, il y a pas de... C'est le problème du sous-dimensionnement du prestataire, du serrurier. Exactement. Donc du coup, il y a quelque part un décisionnaire, un élu qui a choisi ce prestataire qui est sous-dimensionné. Oui, mais qui nous avait dit qu'il était suffisamment dimensionné. Voilà, il n'a pas forcément mis les équipes qui nous avaient annoncé. Vous êtes fait avoir, quoi. Bon. Alors, je maîtrise pas forcément. À nos frais, en fait. C'est pas un marché spécifique du 15e, donc je peux pas. Oui, j'entends parler bien. beaucoup C'est un marché plus. plus global. Mais voilà. Ok. En On tout cas, retombe sur le problème de la gestion. gestion de l'argent public, en fait, du coup. Madame. Oui, donc moi je suis un peu surprise effectivement que votre direction des achats, pour la maîtrise des risques, il n'y ait pas de prestataires pour les portillons, parce que là je découvre enfin la raison pour laquelle le square Adolphe Cherriou, ce portillon est fermé rue de Vaugirard. Moi je ne le savais pas. Ce qu'on peut quand même faire remarquer, c'est que les portillons du haut, ils sont cotés rue de Vaugirard, donc je ne suis pas sûre que les riverains qui soient de l'autre côté de la rue de Vaugirard, compte tenu du bruit de circulation, ils entendent terriblement le bruit des portillons, mais bon, je ferme la parenthèse. Et puis j'ai une autre question qui concerne le fait que vous dites que les arbres arrivent à leur âge canonique vers 90 ans. On a pas mal de squares des années 30, et en premier lieu Saint-Lambert. Est-ce que ça veut dire, parce que quand vous replantez des arbres jeunes, comment ça va se passer? Ça veut dire que petit à petit, tous nos arbres vont diminuer de taille? Non, ils grandissent et ils sont renouvelés au fur et à mesure. Après, comme vous et moi, ils ont un début de vie et une fin de vie, et entre-temps, ils atteignent leur vie définitive. Et effectivement, il y aura un stade où il y aura plus d'arbres jeunes que d'arbres vieux dans le square Saint-Lambert. Mais c'est cyclique et c'est inévitable dans la vie. Dans la vie d'un espace, dans la vie d'un espace vert qui est peuplé d'êtres vivants. D'accord, mais on n'a pas un moyen d'anticiper pour essayer de ne pas se retrouver avec finalement beaucoup moins de verdure le temps que les jeunes arbres grandissent? Alors la politique de la ville de Paris, c'est de laisser les arbres en place tant qu'ils sont en
en vie et en bon état, en bonne santé, et qu'ils ne présentent aucun danger pour le public. Donc si on part de ce postulat, eh ben, ils vont pas forcément, encore une fois comme vous et moi, ils vont pas mourir au même moment et donc ils ne seront pas abattus au même moment. Donc après ça créera forcément des disparités d'âge, donc de taille entre les armants. Donc c'est pas une histoire d'anticipation, c'est vraiment une histoire de laisser l'arbre se développer autant qu'il le peut et de ne l'abattre que lorsqu'il est en mauvaise santé et ou qu'il présente un danger pour le public. Très bien. D'autres questions Oui, Françoise, puis Nelly. Ne vous bagarrez pas. Prenez bien le micro. Ouais. Sur le petit jardin qui est derrière l'église Saint-Lambert. Et autour, on a fait des plantations, c'est très joli. Mais ce petit square, pourtant, il y a toute l'école qui y va. Hein. Il y a plein d'enfants de l'école maternelle et il n'est jamais amélioré. Il est toujours un jardin moche. Alors, je me demandais pourquoi on ne l'améliore jamais, ce petit jardin. On a fait un effort considérable en matière d'espace vert autour de Saint-Lambert, là, derrière Saint-Lambert, de part et d'autre. Il faut savoir que vous vous en souvenez, hein, on en a souvent parlé. Ça a quand même été, on est obligé de le refaire, je ne sais pas combien de fois, tellement ça a été détruit. Vous vous souvenez, hein, l'arrosage automatique a été abîmé. Vous avez dû le refaire au moins deux fois. L'église Saint-Lambert, c'est l'église, le square Gerbert, du coup. Oui. Gerbert, oui. Donc, vous vous souvenez, on a refait l'arrosage automatique, je ne sais pas combien de fois, parce que une fois encore, il y a des gens qui en ont strictement rien à faire, qui piétinent les bordures, qui marchent sur les conduits d'eau et qui cassent l'arrosage automatique. Donc, bon, alors je veux bien... Des gens et surtout des chiens sur et alors, en plus de ça, il y a les chiens. Alors, en plus, il y a des propriétaires de chiens qui laissent leurs chiens, au-delà de faire leurs besoins dans les espaces verts, ça leur évite de ramasser, d'ailleurs. Le chien s'attaque aux tuyaux. Il mange, il croque avec ses dents les tuyauteries. Donc il y a des traces de dents dans les tuyaux, ce qui fait que les tuyaux sont percés. Donc on est obligé de les changer. Alors on a changé je ne sais pas combien de fois ces tuyaux. On a changé je ne sais pas combien de plantes parce que à force d'uriner, l'urine de chien, ça brûle les plantes. Hein, voilà. Donc on a fait des efforts considérables. Ça a mis à peu près au moins 2 à 3 ans. Hein, ça fait au moins 3 ans que ça a été fait. On a refait pratiquement à toutes les saisons. Là, ça va mieux. Ouais, la nature des végétaux a été changée en fait sur ces jardinières. Auparavant, c'était des vivaces qui auraient pu donner des massifs très jolis si elles avaient été respectées et laissées tranquilles pour se développer. Là, on a mis des végétaux directement plus massifs, donc principalement des arbustes, qui résistent mieux aux chiens, ferment un peu le passage pour qu'ils ne puissent pas venir les déterrer. Et donc, effectivement, c'est je pense, en meilleur état qu'auparavant. Je pense que la question portait aussi sur le petit square en lui-même. Où il y a un petit tunnel, oui. C'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. Mais ce petit square, il est toujours moche. C'est une question d'esthétique, là, peut-être. Mais... Non, moi, je veux bien... mais dites-moi ce qui est moche. Voilà. Non. Moi, je veux... On lui vraiment, met pas de fleurs. On peut pas... Si on veut vraiment faire quelque chose, si on veut vraiment faire, par exemple, quelque chose avec M. Berroy, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est moche. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de fleurs, je ne sais pas, ça fait un peu à l'abandon. Non, je ne sais pas qu'en penser. Non, mais il y a 2 sujets. Bon, il y a peut-être le sujet des fleurs, mais est-ce que le reste est moche? Oui, le reste est moche. Donc tout est moche. Oui, ce square, oui. Bon, allez, hop. Donc c'est moche. Bon, Monsieur Berroy, c'est moche alors. Il faudra qu'on voit ce qu'on peut faire. Non, mais c'est vrai que... Alors moche, c'est peut-être un petit peu catégorique. Mais c'est vrai que l'aire de jeu est vieillissante, le sol est vieillissant, les végétaux ne sont pas tous jeunes. Donc effectivement, il y aurait une amélioration à y faire. Après, tout est priorité. Il y a d'autres squares dans l'arrondissement qui soit drainent plus de monde.
parce que aussi notre objectif c'est aussi de satisfaire le plus grand nombre, soit sont encore plus dégradés et donc nécessitent une intervention avant le square Gerbert. Mais c'est bien noté et on étudiera nos possibilités de le rénover et au moins de le rendre un petit peu plus accueillant. Françoise avait une question de Françoise. Et après, je vous... Prenez le micro, Françoise, je vous prie. Non, prenez le micro parce que c'est enregistré. Tiens. C'est juste pour demander combien, j'ai pas entendu combien de fois les arbres sont contrôlés dans les squares. Ils sont contrôlés une fois par an. Une fois par an, c'est ça. Isabelle, puis ensuite... Je voulais intervenir à la fois sur Cherriou puis sur Saint-Lambert sur un autre sujet, mais sur Cherriou, je réagis un peu à chaud, hein. C'est une idée que je propose comme ça. Je pense que quand on a comme ça une tension des habitants autour d'un sujet, déjà il faut communiquer. Alors certes, il faudrait communiquer avec une solution et un planning, mais je prends l'exemple de Georges Brassens. Moi, je suis aussi dans le conseil de quartier Brassens. Les travaux alors maintenant, il est magnifique le parc, hein, les travaux qui ont été réalisés. C'est magnifique. Mais ça a mis énormément de temps. Alors, il y a le Covid qui est passé par là, il y a eu plein de sujets techniques. Et moi, j'étais aussi interpellée par des habitants en tant qu'élus qui me disaient « Mais pourquoi c'est aussi long? Pourquoi ça prend du temps ?» En plus, c'était en chantier. Bon, c'était pas très agréable. Et puis, comme c'est un square qui est beaucoup fréquenté, les gens avaient envie de l'utiliser plus. Et il me semble que l'ADEVE avait fait un système d'affichettes qui avait été placardé sur les grilles du chantier pour justement dire et informer les habitants du chantier, oui, effectivement, ça prenait du temps, mais c'était en cours, il y avait un délai. Et je me demande si, pour peut-être faire un peu baisser la tension, on ne pourrait pas faire ça, au moins pour avoir ce système d'information, mais il faudrait effectivement avoir quelque chose à dire sur l'affichette. Mais c'est une suggestion que je fais, puisque ça avait marché pour le square Brassens. Ça me semblerait déjà une solution un peu concrète pour essayer de faire baisser la tension. Et ceci dit, évidemment, je partage aussi le fait qu'il faut qu'on trouve une solution le plus vite possible. Mais déjà, si on communique, naturellement, ça fait un peu baisser la tension parce que les gens sentent que, il y a quelque chose qui va se passer, on les a écoutés et forcément, il y aura une solution qui viendra à plus ou moins moyen terme, court terme, on l'espère. Donc ça, c'était une petite suggestion, c'est de trouver une solution concrète. Et le deuxième point, ça, je regardais mon téléphone parce que je voulais parler cette semaine, il y avait la commission du budget participatif. Donc maintenant, vous devez connaître, c'est depuis 2014, ce budget participatif. Et il y avait notamment un projet qui concernait le square Saint-Lambert et qui a été du coup accepté par la commission. De toute façon, il avait reçu un avis favorable des services techniques de la ville. C'est un projet qui, en fait, a été déposé, d'ailleurs, je crois, par le conseil de quartier, si je ne me trompe pas, et qui propose un espace de jeu supplémentaire au square Saint-Lambert. Donc, juste pour vous dire, comme j'ai assisté à la commission, vous dire que ça a été retenu. Donc, du coup, ça sera proposé au vote au mois de septembre. Et j'en profite pour dire que, quand même, le budget participatif pour le 15e arrondissement, c'est 6,5 millions d'euros. Donc, ça donne quand même matière à faire beaucoup de projets pour le 15e arrondissement. Voilà, c'est un budget mairie de Paris. Et voilà, je trouve que c'est un budget quand même assez conséquent pour le 15e. Et d'ailleurs, dans le 15e, il y a eu énormément de projets qui sont quand même déposés, un peu moins cette année, mais les autres années, en tous les cas, par des habitants, des associations, des collectifs. Donc voilà, au moins donner cette info que c'était retenu par la commission du budget participatif. Voilà. Prenons au niveau du budget participatif. Jean-Paul, j'essaie de faire le... Si tu voulais, j'essaie de suivre l'ordre. Je voulais rebondir sur le budget participatif. Je sais ce que tu vas dire sur le budget participatif, mais... Tu le sais? Ah bon? Vas-y, dis. Et après, je passe. Il y a environ 4 ans, nous avons voté pour une accessibilité aux handicapés à l'église Saint-Lambert. Ça a été voté, ça a été budgété, ça a été accepté par la mairie de Paris. Rien n'a avancé à ce jour. C'est décourageant. Oui, c'est vrai. C'est vraiment décourageant. Donc c'est pourquoi on n'a pas sabré le champagne là tout de suite, parce que entre l'acceptation et le réel, il y a un grand gap. Madame ? Pour revenir aux aménagements effectivement de la rue Gerbert, ça a beaucoup amélioré les choses quand vous avez planté, mais d'un côté, donc ces petits arbres, je ne suis pas spécialiste, ces petits résinus, des petits ifs, je ne sais pas.
Et par contre, je pense que la solution pour éviter que les chiens boulottent et puis grattent, parce que moi je vois devant chez moi, c'est de la terre et c'est immonde sur 1 mètre carré, parce que c'est là où tous les chiens passent. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une petite grille? Parce que s'il y avait une grille, je pense que cet espace serait magnifique. Alors, Et depuis le début, on a des problèmes et régulièrement, c'est détruit à cause de ça. Et c'est dommage parce que ça a coûté cher au budget participatif. Et je trouve que c'était une chose qui a bien amélioré encore le quartier. Mais c'est dommage que ce ne soit pas bien entretenu, faute de grille. Oui, une petite grille en bois comme ça croisée, ça pourrait être très chouette. Ça. Alors les grilles en bois ne sont pas forcément très résistantes. Mais par contre... Enfin, des oui, grilles en oui, bien métal. sûr. Ça se fait dans des rues des écoles, hein, beaucoup d'endroits. Il y a des paysagistes qui avaient travaillé sur ce projet, qui avaient effectivement été soumis au budget participatif, un des premiers 2016 ou quelque chose comme ça, réalisé en 2018 ou quelque chose comme ça. Il y avait eu de longues discussions entre la mairie du 15e, le paysagiste et la division territoriale, donc nous, parce qu'effectivement, c'est vrai que ce qui protège le plus efficacement contre les chiens, ce sont les grilles, quoique on se retrouve notamment sur les jardinières Cambronne, on a souvent des chiens qui sont mis dans le parc, ils sautent ou alors ils sont déposés. Voilà. Donc c'est pas non plus la solution miracle, mais c'est vrai que c'est une solution qui améliore en tout cas l'inaccès aux chiens. Par contre, le revers de la médaille, c'est vrai que ça peut être un massif ouvert est quand même plus esthétique qu'un massif qui est cloisonné dans des barrières. En tout cas, c'est le parti du paysagiste ouvert, dont je me fais le porte-voix. Ouvert, pas entre. En fait, on a presque l'impression qu'il n'est pas entretenu ce massif, ce qui est dommage, parce que je pense que c'est pas le cas, mais malheureusement, il y a des endroits où il n'y a plus rien. Avant, au début, on a cru qu'on aurait quelques fleurs, mais on n'a plus rien, quoi. Ça se dégrade rapidement, oui. C'est bon, mais... Il faudra interdire les chiens, les gens, enfin, personne ne se tient. Non, il ne faut pas interdire les chiens, mais il n'y a même pas une signalétique pour dire que c'est interdit aux chiens. Hein. Si, il y a une signalétique. En tout cas, elle a été mise plusieurs fois. Je vais rebondir du coup sur l'intervention de Madame Roy. C'est vrai qu'on avait mis à l'origine, on l'a remplacé même plusieurs fois, une fiche signalétique, un petit peu comme on l'avait fait au parc Georges Brassens, où on l'a fait d'ailleurs plusieurs fois. Alors, aux deux, on le fait régulièrement, mais c'est vrai que les affiches sont peu solides et donc du coup facilement vandalisables et vandalisées. Mais on va remettre effectivement une signalétique si elle n'est plus en place. Mettez des panneaux plastifiés là, comme vous faites assez souvent en disant qui tiennent bien, oui. En disant voilà, les travaux sont en cours, le changement. Mais ça va m'éviter d'avoir 50 mails la semaine prochaine. C'est ce qui avait été mis en place, hein, mais c'est vrai que ça dépend des zones. Ici, c'est vrai que c'est un secteur, la rue de Vaugirard et le passage vers le square Chériot est un endroit très très fréquenté. Donc du coup, forcément, il suffit d'une seule personne mal intentionnée pour que l'affiche ne tienne pas très longtemps. Très bien. Et c'est une zone sur laquelle on ne passe pas forcément tous les jours, où la remontée se fait mal. Mais on va essayer d'être plus vigilant pour que l'affichette dure jusqu'à ce que les travaux puissent être réalisés. Et du coup, on va faire le forcing pour que ce soit fait. Non. Mais je ne vais pas vous dire... on va s'atteler à le faire le plus tôt possible, en tout cas. On a été clair avec l'entreprise. Si avant fin juin, ce n'est pas fait, je vais leur donner votre numéro de portable. Votre numéro de portable et votre adresse personnelle. Je peux vous dire, par contre, que ce ne sera pas fait fin juin. Donc vous pouvez... Si c'est la menace, vous n'avez pas le choix. Bon, enfin voilà, entre nous, mettre plus d'1 an pour réparer un portillon, c'est quand même quelque chose, quoi. Mais voilà. Et je me méfie aussi de cette tendance là qu'on entend, c'est toujours la faute des gens, comme si en fait les Parisiens n'étaient pas des gens responsables quand même, que c'était que des vandales, des zadistes, etc. Je pense pas. Il y a des villes où ça se tient très bien, ça se répare vite, c'est propre. C'est pas normal, on n'est pas des vandales, les Parisiens sont pas fous, surtout dans notre quartier. Je trouve que les gens se tiennent bien. Et c'est pas toujours la faute des gens. Il y a peut-être aussi. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. C'est sûr que c'est un équilibre entre les moyens qui sont mis, entre les moyens, nous on les donne par nos impôts régulièrement. Et d'ailleurs, ça augmente bien. Donc
voilà, c'est pas normal de descendre en bas de chez soi et de voir l'état du rendu. Madame, et après on va peut-être changer de sujet après, et je voulais aussi que la bagagerie antigel fasse un point sur le square, sur ce qui va s'y passer. Oui. Oui, non, je voulais simplement remercier Monsieur Fabien Berroy pour les pelouses du square Saint-Lambert, parce que c'est presque la première fois, les 2 pelouses sont ouvertes, et souvent c'était une pelouse et pas l'autre, et cette année, bravo, et il y a beaucoup de place, il n'y a pas trop de petites fleurs, pas trop de structures, de choses comme ça, on peut vraiment en profiter. Donc vraiment bravo, on ne peut pas en dire autant, parce que c'est quand même le petit coup de griffe, au square Violet, où il y a 2 pelouses, une petite et une grande, et la grande est prise par la biodiversité. Donc bonjour quand vous venez avec les enfants. Donc voilà, c'était simplement ça. L'autre chose, je voulais revenir sur ce que madame a dit sur le budget participatif. Sur Saint-Lambert, effectivement, il y a un projet qui a été retenu sur les jeux. Est-ce qu'on a plus de précisions sur les jeux qui ont été retenus? Parce qu'en fait, c'est assez vague. Il y a une demande de Voilà. Donc, est-ce qu'on a des précisions sur les jeux? C'est des tables de ping-pong, des paniers de basket. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Là, ce dont parlait Madame Roy, c'est le projet qui n'a pas encore été soumis au vote. D'accord. Mais il a été regroupé avec deux autres projets. C'était une pataugeoire à Béla Bartok et en même temps avec des îlots de fraîcheur mais ça n'a pas été précisé où. Et l'enveloppe a été passée de 400 000 à 600 000, je crois. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez demandé. C'est charge à vous de voter pour ce projet, mais c'est ce qui va être soumis au vote. Voilà, en septembre. Oui, ma question était simplement, est-ce qu'on pourrait préciser Saint-Lambert dedans? Parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc on ne sait pas pour qui c'est en fait ça. Vous voyez, les brumisateurs, tout ça, c'est pas marqué dans le projet. Donc après, est-ce que ça va être précisé, que le square Saint-Lambert, ou est-ce que c'est tous les squares du 15e? Vous voyez, c'est un petit peu, on se pose la question. Ça va être requalifié et reprécisé d'ici septembre, normalement. Donc. D'accord. Et l'autre chose, pendant que j'ai la parole, après je ne dis plus rien. Oui. Est-ce que c'est possible de faire un jardin sans fumeur? Vous voyez, vous avez certains squares, comme le square Violet, où c'est marqué, vous entrez dans un jardin non fumeur. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de le faire pour Saint-Lambert, y compris pour interdire les jeux de pétanque? Parce que le soir, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui jouent avec des boules en métal, et automatiquement, vous transformez tout de suite en climat anxiogène. C'est-à-dire, vous avez des petits qui courent dans tous les sens, et sous prétexte qu'il y a quelques adultes qui s'octroient le droit de jouer à la pétanque avec des boules de métal dans les allées, et tout de suite ça transforme en moment de stress. Donc est-ce que ce serait possible? Est-ce que c'est au niveau de la mairie du 15e? Est-ce que c'est au niveau de la mairie de Paris? Très bien. C'est peut-être aussi le manque d'espace vert vis-à-vis de la population. On est effectivement l'une des villes les plus engorgées et pour lequel il y a le moins d'espace vert par habitant. Voilà, ça c'est clair. Et le square Saint-Lambert, là, aujourd'hui, vous y allez ce week-end, tout le monde se marche dessus. Donc les pelouses, elles sont très belles, mais c'est quasiment impraticable. Donc, mais là, c'est un problème plus global qu'on ne va pas pouvoir résoudre ici, effectivement. Mais le square, il y a une surfréquentation du square Saint-Lambert. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc maintenant qu'ils jouent en boule, viennent avec leurs enfants ou fument, c'est des êtres humains, quoi. Enfin, c'est compliqué. Mais de fait, il y a une surfréquentation. Ça, vous devez le noter aussi. Et je suis pas sûr que les pelouses, elles sont magnifiques et je vous félicite, mais je suis pas sûr qu'elles vont tenir longtemps, malheureusement. Alors c'est justement pour ça qu'elles ont été fermées alternativement pendant 2 saisons. On avait fait les travaux alternativement justement pour conserver l'offre même réduite, mais permettre aussi aux pelouses de s'implanter correctement et que donc du coup on n'ait pas besoin de faire cette opération l'objectif est de la faire le moins souvent possible et donc du coup d'avoir les pelouses le plus longtemps possible accessibles au plus grand nombre. Effectivement, j'étais réticent, mais en fait, je me rends compte qu'on finisse pas comme le Champ de Mars, par exemple, qui est pour le coup un champ de bataille plutôt que le Champ de Mars. Alors après, le Champ de Mars, par rapport à Saint-Lambert, n'est pas que victime du piétinement piéton. Il y a énormément de manifestations qui s'y déroulent, qui forcément nuisent au développement des pelouses. Le square Saint-Lambert, c'est un usage très intensif, mais exclusivement piéton, avec du coup peu de jeux de ballon, peu de jeux de quelque nature que ce soit, et beaucoup de détente. Donc c'est quand même quelque chose qui abîme moins les pelouses qu'au Champ de Mars. Normalement, on devrait être préservé de ce côté-là. On a 3 questions là, et puis après on va passer à la bagagerie antigel pour le point Saint-Lambert, et puis qu'on avance un petit peu. Moi, juste une petite question. Qui définit les horaires d'ouverture et de fermeture des parcs? Pourquoi certains sont ouverts toute la nuit et le nôtre Saint-Lambert ferme, hélas, très tôt l'été? Qui définit les horaires? On le cuisine, Fabien, là.
Alors, je ne sais pas exactement qui a déterminé. Je pense que ça a été des discussions entre les politiques, que ce soit la mairie du 15e ou la mairie centrale, et la direction des espaces verts, la direction de la protection de la police municipale, pardon. Voilà, tout un tas de discussions qui ont fixé les horaires à un moment donné. Maintenant, les horaires des agents sont calés sur ces horaires-là. Et donc, du coup, les changer, en tout cas les rendre plus tardifs, est très compliqué. Après, les ouvertures 24-24 sont un souhait sur certains arrondissements, sur certains jardins, dans certains arrondissements et dans d'autres. On parlait tout à l'heure du square Pablo Casal qui est ouvert 24-24, le square Béla Bartok également dans le 15e. Voilà, il y en a toute une série qui sont ouverts 24 heures sur 24, mais voilà. J'espère que j'ai répondu à Valérie, votre pour question. certains, il est ouvert 24 sur 24, hein, vous le savez. Vu les fêtes qui s'y passent la nuit et que les riverains, les plaintes des riverains. Voilà. Dernière question, peut-être j'en peux aussi. Oui, Deux dernières questions et puis on va passer. Ma dernière question concerne les WC du parc Saint-Lambert. Est-ce qu'ils sont réparés? Alors, c'est pas ma direction qui s'en occupe directement, donc je ne suis que votre porte-voix en fait pour presser un petit peu la direction du patrimoine et de l'architecture pour s'occuper de ce problème, parce que c'en est un. Après, ils ont une charge de travail assez importante, avec notamment toutes les réparations qu'il peut y avoir dans les crèches, les écoles. Voilà, ils ne s'occupent pas que des bâtiments dans les parcs et jardins. Et du coup, nous, c'est notre priorité absolue sur l'arrondissement, pour la division espace vert du 15e arrondissement. Après, eux, ils ont leur propre priorisation. Il vous faudrait quelqu'un de leur côté pour vous expliquer pourquoi d'autres travaux passent avant. Comment vous dites il faut quand même leur dire que se retenir de faire pipi pendant un an, c'est difficile. Hein. La direction du patrimoine. Non, mais moi, pardon, je me suis trompé. C'est l'ancienne appellation, c'est la direction de la construction publique et de l'architecture. Ok, une idée d'invitation. Oui, juste pour revenir sur le budget participatif et les jeux dans le parc Georges de Saint-Lambert. Saint-Lambert, oui. En fait, la demande, c'était des jeux pour grands. Donc, je ne sais pas comment on pourra le préciser. Mais, pour les grands comme nous, quoi. Oui. Non, parce qu'on a des aires de jeu pour tout petits, bac à sable et autres choses comme ça, mais dès que c'est plus grand, il y a plus grand chose qui existe. Et il n'y a rien dans le quartier à part quelques baskets sous le métro. Donc il faut voir comment ça va s'intégrer dans un jardin qui est calme et public où la pétanque gêne certains. Ça va être Il y avait même un skatepark, il y avait plusieurs idées comme ça. Je vois beaucoup de skateurs sur, par exemple, les marches du Parvis. Les marches commencent de la mairie, hein, qui commencent à se lisser du coup. Puis il y en a qui... Enfin, en fait, ils n'ont pas de lieu où faire leur... Non, il n'y a rien dans le 15e Donc, pour les grands, si ce n'est la limite avec le métro et les grands boulevards, quoi. C'est un peu loin, oui, effectivement. Alors, à Suzanne Langlaine, il y a une aire de jeu qui est en cours de conception, où justement on va essayer d'avoir une offre qui sera à destination aussi des plus grands, parce que c'est un espace où on a beaucoup de place, beaucoup plus qu'on ne pourra en avoir au Square Saint-Lambert. Donc l'idée, ce sera d'avoir une structure beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir par ailleurs, et du coup d'intéresser un petit peu les plus grands. Alors ce dont vous parliez, les terrains de basket ou ces choses-là, c'est même pour les préadultes. L'aire de jeu que nous proposerons, ça restera pour les enfants, et donc jusque 12-13 ans, quoi. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est au-delà du bac à sable et de la balançoire, quoi. Oui, voilà, ce sera des structures assez importantes avec des toboggans plus grands que ce qu'on peut avoir au Square Saint-Lambert. Donc au parc Langlaine, il y aura une aire de jeu de ce type-là. Au parc Brassens, où il y a également pas mal de place, il y a des jeux qui sont, je dirais, pour des âges un peu intermédiaires, entre 8 et 10 ans. Je pense que des enfants s'amusent beaucoup au parc Brassens.
Et l'aire de jeu du Square Pablo Casals aussi a été rénovée récemment. Je fais un peu la pub de tous les parcs du 15e. Mais c'est vrai qu'au Square Pablo Casals, pour le coup, des plus grands peuvent y trouver leur compte avec une araignée assez grande, un toboggan qui en descend. Après, tout dépend la tranche d'âge que vous ciblez pour les enfants. Si le projet est élu, de toute façon, nous, à chaque fois qu'on refait une aire de jeu, on essaye de sonder un petit peu les gens qui viennent pour voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs exigences, et on essaye d'adapter les jeux qu'on va y mettre à la tranche d'âge majoritaire. Forcément, comme avec les portillons, comme avec n'importe quel sujet, il y a des heureux et des déçus. L'idée étant de convenir au plus grand nombre. Très bien, on va rester dans le Square Saint-Lambert pour la bagagerie Antigel qui va nous parler du coup de ce fameux kiosque et qui va prendre la suite. Vous savez, des crêperies, il y avait des crêpes, il y avait des gaufres. C'était une expérience, comment la qualifier, un petit peu malheureuse, on va dire. Mais elle va être renouvelée et nous sommes plus en confiance sur la suite. La bagagerie Antigel, c'est à vous. Merci. Donc, la bagagerie d'Antigel a obtenu le renouvellement pour 4 mois, donc jusqu'au 25 septembre. Il y a eu une visite avec un huissier pour faire l'état des lieux le 26 mai, qui est le premier jour où ça a été attribué à la bagagerie. Et donc, j'ai demandé quand ça ouvrait. Donc, normalement, ça doit ouvrir ce week-end. Et les horaires prévus, c'est de 11h30 à 19h du mardi au dimanche. C'est bien. Voilà. Donc, pour l'instant, ils sont en train de tout mettre en place. Bon. Et donc, à la bagagerie, il y a un membre du conseil d'administration qui est chargé de surveiller tout ça. Plus moi, éventuellement. Oui, c'était une belle nouvelle pour la vie du quartier et du square. Henri ? Petite question, alors cette activité que l'on continuera, je pose justement à la représentante de la bagagerie d'Antigel, dont je salue l'association, puisque j'ai eu encore Pierre Delaroche, mais pour une autre situation aujourd'hui. Donc vraiment, vous faites un très beau travail. Je tiens à le dire auprès des habitants, voilà, pour qu'ils vous connaissent mieux, parce que c'est vraiment c'est un très bon lien social dans le quartier. Ma question, donc, par rapport à cette nouvelle activité, donc je vous félicite pour cette reconduction. En quoi ça va consister avec ces horaires, si je puis dire, alléchants, puisque c'est quand même ouvert une bonne partie de la semaine. Très bien. Alors, la bagagerie, nous, on tient à remercier la mairie du 15e qui a approuvé notre proposition et qui l'a soutenue auprès de la mairie de Paris, puisque c'est la mairie de Paris qui attribue. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous donner des nouvelles positives plus vite, parce que ça ne dépendait pas de la mairie du 15e. Très bien. Voilà, c'est tout. Bien, nous finissons notre parc et jardin, notre discussion de verdure sur ce point positif. Merci Fabien, en tout cas. Voilà. Nous sommes les porte-voix de... C'est la démocratie, nous sommes les porte-voix de tous ces conflits. Voilà. On n'a pas du tout, je tiens à préciser, attendez, parce que on remercie évidemment M. Berroy, mais on ne l'a absolument pas nullement agressé ni maltraité durant cet échange. Au contraire, on lui a fait part de nos revendications, de nos désirs, de nos souhaits. Il nous a répondu avec beaucoup de franchise, même si les réponses qu'il nous a faites ne nous plaisent pas forcément toutes. Mais au moins, il nous a répondu avec franchise. Et donc, c'était pas du tout un procès, ni une accusation en règle vers M. Berroy. Au contraire, c'était pour vous faire partager tant la vie du conseil de quartier que les riverains qui sont ici ou la parole d'un élu que je suis ce soir. Voilà.
Oui, non, mais je l'ai nullement pris comme une agression. Hein. C'est vrai que c'est toujours des retours qui sont intéressants pour nous, d'avoir des remontées du terrain. Alors après, c'est sûr qu'il y a des sujets, et puis en général, c'est ceux qui sont inscrits à l'ordre du jour du conseil de quartier. Hein. On ne parle pas forcément toujours des réussites, mais plutôt des problèmes. J'ai bien conscience, et puis en plus c'est un problème qui dure depuis longtemps, que les portillons du square Chériou sont un vrai problème, parce que je pense que c'est quand même le point le plus crispant de nos échanges, et ce que je comprends tout à fait. Et je reconnais que nous sommes en défaut sur ce point-là, et en revanche, je vous garantis qu'on va faire le maximum pour le régler rapidement, même si on a des contraintes qui font que le rapidement ne sera pas assez rapide pour vous. Voilà. Merci. Bonne fin de réunion. Merci. Au revoir. Bien, nous allons passer du coup, donc, comme je le rappelais, un autre sujet. Comme je le rappelais, en 2024, la collecte des déchets organiques va devoir être séparée c'est obligatoire, c'est la loi, va devoir séparer du reste des déchets, d'accord, du reste de la collecte. Donc du coup, on voulait faire un point sur en fait, ce qui est mis en place, notamment dans notre quartier, pour en fait réceptionner ces déchets organiques, où est-ce qu'on les met, comment on s'organise, et est-ce qu'il y a des solutions existantes. Donc Madame Khedija Taibi, c'est la communication de la Direction de la propreté et de l'eau. Merci pour votre présentation. Vous pouvez regarder ici, du coup. Oui. Donc, Khedija Taibi, chargée de communication à la Direction de la propreté et de l'eau. Et effectivement, nous, nous a sollicité pour un petit peu vous éclairer sur la collecte des déchets alimentaires. Alors, je vous présente un petit peu comment ça va se passer. On va d'abord essayer de comprendre ce que sont des biodéchets, même si je suis sûre que tout le monde sait ce qu'est un biodéchet, ce que ça devient, comment à Paris ça s'organise, et plus précisément, c'est vraiment ce qui va vous intéresser, vous, dans le 15e arrondissement, ce qui vous est proposé. Alors, le biodéchet, c'est quoi? C'est beaucoup tout ce qui est déchets alimentaires, mais aussi déchets biodégradables qui proviennent des jardins et des parcs. Mais très, 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 très concrètement, pour nous, les déchets alimentaires qui font partie des biodéchets, c'est quoi? C'est uniquement tout ce qui est lié à l'alimentation et surtout pas leur emballage. Donc, les préparations de repas, les restes de repas, les produits alimentaires périmés mais non emballés, les sachets de thé, de café, même les serviettes en papier. Alors, je vous ai ramené de la documentation, hein, et je peux communiquer bien évidemment ce diaporama au conseil de quartier si vous voulez le récupérer avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci, et même vous laisser mes coordonnées si vous avez plein de questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Alors, par contre, ce qui ne fait pas partie des biodéchets, c'est la couche culotte, le gobelet, la vaisselle, tout ce qui n'est pas en lien, évidemment, avec les aliments. Souvent, on nous parle de la litière des chats. Non. Les animaux morts, non plus. On va peut-être éviter. D'accord. Ça revient souvent. Ça revient très, très souvent. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, les déchets alimentaires, évidemment, ce ne sont pas du tout les déchets verts. Donc la loi, il y a eu deux lois dites Grenelle 1 et 2. Vous me dites si je vais trop vite, hein, parce que le plus intéressant pour vous, c'est réellement l'arrondissement. C'est pour ça que je suis préférée de partir du général. Donc deux lois, la loi de Grenelle 2009 et 2010, qui fixe les objectifs nationaux. Et puis ensuite, une loi qu'on appelle la loi de transition énergétique pour une croissance verte, qui a été votée en 2015. Et c'est dans cette loi-là qu'on parle justement de l'objectif horizon 2023, début 2024. Voilà. Alors, que deviennent vos déchets? C'est aussi intéressant de savoir ce que ça devient. Deux grands canaux. Le plus important, tous ces déchets alimentaires qu'on va récupérer, qu'on va collecter, vont se transformer en biogaz. Ça va partir en fait dans un centre de méthanisation. Il y en a deux en région parisienne, une dans le nord du côté de Saint-Denis et l'autre dans le sud, je ne sais plus où. Voilà. Et en fait, la plus grosse partie de ces biodéchets est transformée dans un centre de méthanisation en biogaz. Donc transformé et qui est réinjecté en fait dans le réseau du gaz naturel, réinjecté de ville, réinjecté entre autres aussi et beaucoup dans les véhicules de la ville de Paris. Et puis une petite partie, c'est pour ça que souvent aussi on confond énormément le compost et la collecte des déchets alimentaires.
pour résumer, pour simplifier, le compost, c'est uniquement les épluchures de fruits et légumes, avec des petites variantes. Par exemple, les agrumes ne sont pas hyper tolérés. Mais on parle uniquement d'épluchures de fruits et de légumes. Les déchets alimentaires, on va un petit peu au-delà. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un petit focus sur le compost, vous avez la possibilité, en tant que Parisien et Parisienne, de recevoir gratuitement un lombricompost. Je sais que monsieur Jean-Philippe Pierre en a un, il en est ravi. Une petite... oui, monsieur Jean-Philippe Pierre, oui, monsieur Jean-Philippe Pierre est ravi de son lombricompost. Alors, comment ça se passe ? Il y a 2 sessions dans l'année, plutôt fin mai et fin novembre. Ça correspond à la Semaine européenne du développement durable, la semaine du compostage, pardon, et la Semaine européenne du développement durable, de réduction des déchets, pardon. Ça attire juste les mouches et les moustiques l'été, hein. Et puis un peu quelques guêpes, mais... sinon tout va bien, à part ça tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Ça fonctionne plutôt bien. Oui. Après, il faudrait quand même préciser qu'il est nécessaire d'avoir des plantes chez soi... parce que du compost chez soi sans plantes, ça finit à la poubelle après. Que ce soit le lombricompost, alors le lombricompost c'est vraiment individuel, c'est à la maison. Ou deuxième possibilité, le compostage collectif. Et là, ce sont des gros blocs de compost, de gros blocs, où là il faut quelques critères, il faut l'accord du syndic, il faut au moins quelques résidents qui soient aussi partants. Dans les 2 cas, vous avez raison, monsieur Pierre, oui. Il faut savoir comment l'utiliser derrière. C'est-à-dire que vous allez produire du compost, c'est pas la peine. Au bout de... Alors, le lombricompost, c'est plutôt peut-être 6 mois. Le compostage collectif, c'est plutôt une grossesse, à savoir à peu près 9 mois quand tout va bien. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas rappeler les services de la ville de Paris pour nous dire on a du compost, vous le récupérez. Il existe des sites de dons de compost, ça existe aussi. Donc ça, n'hésitez pas. Donc, lombricompost, donc 2 sessions, on passe par la mairie du 15e ou par mois, c'est quasiment pareil. Et puis, la possibilité de récupérer ou de demander, avec l'accord de votre syndic ou de votre bailleur, un composteur collectif. Et là, j'ai ramené des formulaires si jamais ça vous intéresse. Le composteur collectif, au-delà de la récupération des épluchures et des épluchures de fruits et légumes, et de la réduction des déchets, réellement, c'est ça le cœur de notre direction, enfin en tout cas de ma mission, ça permet aussi de recréer du lien dans certains immeubles où les gens ne se disent plus bonjour. On parlait tout à l'heure du comportement des Parisiens, et je suis un petit peu d'accord avec monsieur Hoche. Voilà, Hoche. On ne peut pas tout mettre sur le dos des Parisiens. Même si, pour recevoir pas mal de plaintes sur la propreté, des fois c'est un peu pénible, mais effectivement, je suis un peu d'accord. Ça crée du lien. On parle d'apéro-compost, les gens se reparlent juste à travers des petits lombrics. C'est magique, mais ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse compost individuel ou collectif. Alors, les déchets alimentaires, dans quel but ? C'est pour ça que je parle de zoom sur l'intérêt environnemental. L'idée, c'est qu'on consomme un produit, on va le trier dans sa cuisine, on va le mettre dans une certaine poubelle. En l'occurrence, je vous montrerai la poubelle plutôt couvercle marron, qui est collectée, qui part justement en centre de méthanisation, on appelle ça un digesteur, soit pour créer de la chaleur et de l'énergie, soit et de la méthanisation, ou une petite partie compostage, et donc ça retourne à la terre. On parle tout le temps de retour au sol. Petite différence entre le compostage et la méthanisation. La différence, elle est en rapport avec l'oxygène, puisque le compostage, c'est plutôt une transformation en aérobie. Alors l'aérobie, c'est avec de l'oxygène. Et au contraire, la méthanisation, c'est en anaérobie, donc sans oxygène. C'était juste pour la minute culture de la soirée. J'ai voulu vous la faire tranquillement. Voilà, il fallait la faire. Voilà. Alors, on se rapproche un petit peu du 15e. Là, on est plus sur l'organisation parisienne. Alors, la collecte des déchets alimentaires à Paris a été d'abord proposée, ce qu'on appelle, nous, en porte-à-porte. Porte-à-porte, ça veut dire c'est chez vous, c'est dans votre local à poubelle, et il y a une benne qui passe... alors, j'ai plus la fréquence, mais peut-être une fois ou 2 je crois que c'est 2 fois par semaine, en bas de chez vous. Quand je dis en bas de chez vous, attention, on n'est pas dans le 15e. On a commencé dans le 2e, 12e et 19e arrondissement.
un petit peu avant bien avant le Covid même. Je ne vous cache pas que, au départ, l'idée de la ville de Paris, c'était de déployer cette possibilité aux Parisiens dans tous les arrondissements. Au départ, c'était un petit peu ça. Mais au regard du bilan un petit peu de ce qui se passe dans ces 3 arrondissements-là, il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de déchets alimentaires qui sont collectés. Et du coup, même s'il y a une obligation, on parlait tout à l'heure avec M. Hoche de l'obligation de collecte des déchets alimentaires, l'obligation, elle n'est pas de vous proposer ça en bas de chez vous, mais elle est de vous proposer ce service qui existe dans votre arrondissement. On en parle tout de suite après. D'accord ? Entre-temps, l'idée a émergé de proposer ce service sur les marchés. Sachez que tous les marchés découverts parisiens, et notamment vos 6 ou 7 marchés du 15e arrondissement, sont dotés de ce qu'on appelle, nous, des abris-bacs. Donc la possibilité, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce sera plus simple. Bon, ça c'est des chiffres, c'est pas très grave. Vous dire aussi qu'on a de la documentation, mais je reviendrai dessus, mais je voulais vraiment vous... voilà, ça, je reviendrai un petit peu sur le diaporama. Ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle des abris-bacs sur tous vos marchés. Alors vous êtes ici, donc le marché le plus proche. Vous avez peut-être Convention, peut-être Le Cours qui n'est pas très très loin non plus, ou Grenelle. Convention. Alors sur le marché Convention, je vais vous montrer. Eh ben, on y est, voilà. Sur le marché Convention, vous avez 2 endroits. Vous avez ces poubelles, ces grosses poubelles, qui sont disponibles 24 heures sur 24. Jusqu'à encore l'année dernière, on ne proposait ce service que les jours de marché, ce qui était un petit peu dérangeant sur les Parisiens qui étaient vraiment motivés, et parfois, notamment dans les périodes de grosse chaleur, venir par exemple sur le marché de Convention qui est 3 fois par semaine, venir que 3 fois par semaine, bon, on choisit un petit peu quand est-ce qu'on mange des crevettes ou qu'on fait du poisson, parce que sinon, on risque d'avoir des mauvaises odeurs. Mais depuis l'année dernière, on a posé justement ces bacs-là. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, marché Convention, 2 sont à votre disposition à la sortie du métro. Convention, juste côté manège. Là, vous en avez 2 qui sont collés aux grilles du métro. Et 2 autres, alors, sont sur la place Charles-Valin. Vous voyez un petit peu où il y a le Carrefour Market, les 2 boulangeries. Il y a une station Vélib. Et donc là, c'est disponible tout le temps. La seule petite contrainte, c'est que dans ces poubelles, il faut mettre vos déchets alimentaires soit dans des sacs compostables, donc nous, on offre un rouleau, soit dans des sacs papier craft. Quand c'est fini, moi, ce que je dis à tout le monde, évitez d'en acheter, très sincèrement. Vous pouvez régulièrement en récupérer quand vous faites vos courses chez le primaire ou au marché. C'est souvent des sacs compostables ou du papier craft. On donne aussi aux riverains qui le veulent. Alors, au démarrage, c'est vrai qu'on en parlait avec Madame Roy, on proposait des animations sur les marchés pour offrir ce qu'on appelle un kit, donc un petit panier, un rouleau de sac, et puis de la documentation. Et on propose donc ce kit que je vous ai ramené ce soir. Et pour les personnes, comme je sais que c'est enregistré, pour les personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui seront très nombreux derrière leurs écrans bientôt, à guichet fermé, on propose dans nos locaux, les locaux de la direction de la propreté et de l'eau du 15e arrondissement, qui sont situés 52 rue Dombasle, dans le 15e arrondissement, pas loin. D'ailleurs, on voit sur ce plan la rue Dombasle, vous avez la petite flèche, et là, on est juste là. Il y a marqué service municipal, c'est nous, la service municipal. Quoique c'est peut-être la... Ah non, c'est peut-être l'école, ça, c'est peut-être l'école. 52 rue Dombasle, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Si c'est plus tard que 16h30, je vous donne mon numéro de téléphone 01 71 28 21 56, 01 71 28 21 56, et on s'arrange si vous voulez venir avant 9h ou après 16h30. On vous donnera ce petit kit. Je conseille toujours de mettre un petit peu de carton en dessous avant de mettre le fameux sac, parce que c'est beaucoup, les déchets alimentaires, c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'humidité. Donc on met ça. Et sur tous les marchés, alors je vous propose... est-ce que je reviens ? Le papier craft, ça va. Non, ça va. Ça, très sincèrement, vous pouvez aussi les acheter. C'est dans les magasins type Emma et Monoprix. Je sais qu'il y en a en vente, mais bon, on n'est pas là non plus pour vous faire consommer avec la compensation des impôts. J'ai entendu tout à l'heure, n'est-ce pas, Monsieur H, la compensation des impôts. On ne va pas rajouter encore. Voilà.
Donc ça, c'est la documentation qui est à votre disposition. Bien évidemment, pour les personnes qui sont là, vous pourrez ce soir récupérer votre kit. Il y a juste un petit formulaire à remplir et vous aurez votre kit. Si vous avez des amis, il n'y a aucun souci. Vous pourrez aussi remplir une fiche pour vos amis, vos voisins. Il n'y a pas de souci. Sinon, auprès de notre direction, quand vous le souhaitez, au 52 rue Dombasle. Je rappelle mon nom, Madame Taibi, donc vous me demandez Taibi, T-A-I-B-I. Donc, dans votre arrondissement, c'est quand même le plus important. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc, comme je disais tout à l'heure, tous les marchés sont dotés d'abri-bac. On va voir encore sur d'autres marchés, peut-être plus loin que le marché convention. Très très rapidement, dans le courant de l'année, d'ici la fin de l'année 2023, vous avez... Alors, je vais vous montrer quelque chose, une photo, vous me dites si vous savez, bon, même si tout le monde sait lire, qu'est-ce que c'est que cette borne? Bon, il y a marqué en gros, mais bon, on fait comme si vous ne voyez pas ce qu'il y a marqué en haut. Borne, comment s'appelle cette borne? Trilib. Trilib, c'est quoi? Ce sont des bornes qui ont été mises sur des emplacements je crois que ça prend 2 places de stationnement. Et ils ont été mis sur tous les arrondissements parisiens, notamment près des habitations où les immeubles n'ont pas forcément la place d'avoir les 3 poubelles actuellement. Poubelle, couvercle vert qui devient couvercle gris, ça c'est l'info du jour, couvercle jaune et couvercle blanc. Donc on met à disposition ce bloc, ce sont des grosses poubelles. Donc aujourd'hui, vous en avez 2 pour la poubelle jaune, ce qu'on appelle nous multimatériaux, mais c'est notre jargon, donc les emballages en plastique, le papier, le carton et les métaux. Et puis vous avez un bloc pour le verre. Je rappelle le verre, pas de vaisselle, uniquement les bouteilles, les bocaux et les flacons. On essaye d'enlever le petit couvercle en métal. Dans le courant de l'année, d'ici la fin de l'année, un des 2 blocs jaunes passera pour la collecte des déchets alimentaires. Ça va vite arriver. Donc ça, c'est une première possibilité qui vous est offerte, en plus du marché. Donc ça fait deux possibilités. Sur les Trilib, j'en reviens à votre conseil de quartier. Alors aujourd'hui, je vous mets une cartographie. On a... Ouh, magnifique, si j'ai mes lunettes. On a aujourd'hui 8 Trilib dans l'arrondissement. Et j'ai regardé un petit peu plus précisément votre quartier. Donc il y en a un qui est très très près, qui est à l'angle de la rue Péclet et de la rue Mademoiselle. En gros, quand vous sortez de l'école, vous allez à droite, et quand vous allez tourner sur la gauche, tout de suite, le Trilib est là. D'ailleurs, c'est l'un des premiers qui a été installé en mars 2022 de mémoire. Donc ça, c'est le premier qui est vraiment près de cette école et sur votre quartier. Ensuite, nos services, monsieur Jean-Nicolas Fleureau, qui est responsable de la propreté du 15e arrondissement, et j'ai oublié de dire qu'il s'excusait de son absence, que je représente aujourd'hui, on a fait la proposition pour votre conseil de quartier de 2 autres endroits. Un au niveau du 240 rue Le Courbe, alors c'est les points verts, si vous voyez derrière, au fond, les points verts. Un au niveau du 240 rue Le Courbe et un au niveau du 21 rue du docteur Jacques Maire. C'est Jacques Maire, c'est ça. Mais il semblerait que ces propositions n'ont pas reçu d'avis favorable du conseil de quartier. Il n'y a pas de souci, je dis juste s'il y a une possibilité de... Oui, les 2 là, qui sont là et là, voilà. Voilà. Donc, il y a des possibilités d'en installer encore plus. Ça, c'est vraiment une possibilité. Sachant qu'aujourd'hui, il y en a, très sincèrement, au regard de la taille, de la superficie de l'arrondissement, on a encore de la marge pour en rajouter une certaine quantité. Donc, moi, mais juste pour un peu centrer sur votre conseil de quartier, il y a déjà... si c'est accepté, on pourrait assez rapidement, alors le rapidement, vous le connaissez, la ville de Paris, n'est-ce pas? On pourrait très rapidement, d'ici la fin de l'année, positionner deux autres Trilib. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, ça on l'a vu, marché convention on l'a vu. Je vous ai mis quand même aussi le plan d'autres marchés, parce que je trouvais que la rue Le Courbe, bon, même si elle est grande, elle n'est pas si loin que ça. Tout au bout de la rue Le Courbe, au niveau du casino, de mémoire, je crois qu'il y a un casino sur la droite, là vous avez aussi... un emplacement d'abri-bac, puisque c'est un marché, le marché au bout du marché Le Courbe. Oui, vous avez aussi... Bon, Falguière, on commence à s'éloigner peut-être de chez vous, là. Hein. On s'éloigne un peu? Ok, on s'éloigne. D'accord. On s'éloigne. Voilà. Bon, écoutez, alors on va arrêter sur les... Grenelle. Grenelle? On est loin de Grenelle? La Motte Piquet, c'est pas très très loin. La Motte Piquet, c'est vraiment le premier qui a été installé. Mais bon, si un jour vous vous baladez et que vous avez un sac de déchets dans votre sac, pourquoi pas?
C'est prenez sûr qu'on se promène avec... Voilà, vous allez prendre le métro ligne 6, je crois, du côté de la Mode Piquet. Voilà, ça n'a pas d'odeur. Voilà. Donc là, il y en a 2 qui sont situés place Marcel Cerdan. En fait, quand vous prenez le marché Grenelle du côté de la rue du Commerce, vous allez à gauche tout au bout, après la Fédération française de football. Ou alors, quasiment au rond-point où il y a le Monoprix, quand vous traversez, il y a un petit terre-plein central pour aller prendre le métro. Voilà. Saint-Charles, on n'en parle pas non plus. Ça, c'est le fameux dossier, le petit formulaire qu'il faut remplir si vous souhaitez un petit compostage collectif. J'en ai fini avec ma présentation et je suis toute oui, pour répondre, ou tenter de répondre en tout cas à vos interrogations. Alors, je crois qu'il faut, comme c'est filmé, il faut prendre le micro. Alors, Edwige et puis Nelly. Il faut appuyer quelque part, non? Non, c'est bon, normalement. Oui. J'ai une question par rapport à ça. Moi, je fais le tri depuis longtemps. J'ai la petite poubelle et les sacs. Je voudrais savoir ce qu'on fait, justement, de la terre et des feuilles des plantes. Voilà. C'est tout. Alors, au niveau du 15e arrondissement, la seule déchetterie qui récupère tous ces déchets, il y en a 2 même, c'est plutôt à Romainville. Donc ça commence à être un peu loin. On avait fait une tentative, et c'est vrai que moi, je ne vous avais pas posé la question quand M. Berroir, Fabien était là. On tentait de rebasculer sur les espaces verts, mais ce n'était pas possible. C'était pas possible, effectivement. Oui. Ça existe, c'est vrai, dans certaines communes, il y a une collecte spécifique sur ces déchets verts, tout à fait. Alors moi, je voulais dire pourquoi on n'installe pas des bacs à compost, enfin pour le biodéchet, dans des endroits du square moins visibles, où les gens, en allant au square par exemple Saint-Lambert, ils pourraient, ou au square Georges Brassens, ils pourraient mettre leurs déchets. Alors, sous le format abribac comme sur les marchés, comme les marchés. Sur le marché, voilà, mais en n'en mettant qu'un seul, pas plusieurs. Là. C'est une proposition qui est très, très, très intéressante. Après, je sais que... Là, ça risque pas de faire de saleté, c'est dans un parc, c'est voilà. Puis les gens, en allant promener les enfants, tout ça, ou le chien, ils vont mettre... Pourquoi pas carrément installer un trilib, comme on l'a vu tout à l'heure, pas très loin des entrées. Il était question à un moment donné de les mettre pas très loin des entrées des écoles primaires et maternelles, où là, c'était facile pour les parents de venir déposer les déchets. Oui. Vous parliez des déchets de plantes. Cette année, les feuilles n'ont pas été ramassées. Elles traînaient sur les trottoirs pendant un temps indéterminé. Donc, il faudrait peut-être commencer par là avant de demander aux personnes d'aller mettre leurs déchets dans des bacs. Vous parlez de la période où il y avait la grève ou avant et après? Non, je ne parle pas de la grève, je ne parle pas d'avant la grève, je parle du temps normal. Après, J'ai vu des personnes qui glissaient sur les feuilles quand il a plu un peu. J'ai vu des personnes tomber devant chez moi. C'est vrai qu'on a énormément, et c'est tant mieux, énormément d'arbres dans l'arrondissement. C'est vrai que il y a encore quelques années, les feuilles tombaient l'automne. Enfin, l'automne quasiment. Et là, ils tombent. D'accord. Là, ils tombent. Ils vont pas tarder à commencer à tomber. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. On essaye de faire en sorte de les ramasser le plus possible, mais c'est vrai que c'est. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est resté des semaines. Oui. C'est resté des semaines avec des feuilles dans les caniveaux. Quand la pluie tombait, les feuilles passaient dans le caniveau. Autrement, elles restaient sur les trottoirs et elles pourrissaient sur les trottoirs. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à contacter nos services, très sincèrement. N'hésitez pas. Écoutez, moi, je n'ai pas à contacter les services. Vous avez à faire votre boulot. Non, on ne va pas partir sur ce terrain-là. On essaye de faire le maximum avec les moyens humains et les moyens mécaniques dont nous disposons. Maintenant, on n'a pas des yeux partout. C'est pour ça qu'il existe d'ailleurs, si on vire un petit peu sur le thème de la propreté, une application qui s'appelle Dans ma rue, où nous, on demande aussi la participation du côté citoyen des Parisiens et des habitants du 15e arrondissement pour nous alerter sur tel et tel problème. Donc il n'y a aucun souci, mais moi, je ne peux pas laisser entendre ça.
Madame ? Moi, je vais poser une question idiote, mais quand on fait le tri, finalement, moi, dans ma poubelle verte, je mets que des déchets alimentaires, donc je comprends pas bien pourquoi, finalement, on n'organise pas le ramassage des poubelles vertes en déchets alimentaires, mais en spécifiant bien qu'il ne doit y avoir que ce qu'il y a dans cette liste. Parce que finalement, j'aurais peut-être un petit sac de temps en temps de choses qui n'iraient pas dans la poubelle verte. Parce qu'autrement, là, c'est pratiquement toute ma poubelle que je vais me porter dans le bac de tri. Et je n'ai plus rien dans la poubelle verte. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, par rapport au bilan des 3 autres arrondissements, il n'est pas hyper concluant. Et donc peut-être qu'on va y arriver à votre proposition, qui est plutôt pour le service du Parisien et du riverain, tout à fait. Hein. Mais on part du principe... Alors, juste pour vous faire un petit bilan de la collecte des déchets alimentaires sur les marchés qui a commencé il y a quelques années, ça fonctionne très très bien. Vraiment très très bien, à tel point qu'avant, on collectait ces déchets alimentaires 2 ou 3 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Et tous les jours, moi, je reçois les tonnages de ces déchets alimentaires. Ça marche très très bien, ça fonctionne vraiment bien. La prestation, elle n'est pas encore proposée chez vous, en bas de l'immeuble. Et c'est vrai qu'en faisant cette collecte des déchets alimentaires, en faisant l'effort d'aller au marché du coin ou près du tri libre qui ne sera pas très loin de chez vous, en faisant le tri, poubelle jaune, poubelle blanche, très sincèrement, même dans votre poubelle verte, il n'y aura plus rien. Puisqu'on a la poubelle blanche, on a la poubelle jaune. Il y a par exemple, moi, tous les premiers du mois, je vais place de la mairie pour ce qui est des choses que je ne sais pas mettre dans aucune des poubelles vertes, jaunes ou blanches. Le tri mobile, oui. Et du coup, avec ça, je recycle mes piles, mes ampoules, mes trucs. Enfin, je n'ai rien d'autre. En fait, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui resterait dans la poubelle verte? Plus rien. Si vous mettez vos déchets alimentaires, quasiment plus rien. Si vous mettez vos déchets alimentaires dans les abri-bacs et les tri libres, il restera quasiment plus rien dans vos. D'accord, mais moi je paye des impôts pour qu'on vienne ramasser les ordures. Je ne paye pas les impôts pour aller. Moi je veux bien faire l'effort pour un petit sac. Parce que justement, le premier du mois, ben voilà, je considère que c'est un service qu'on me rend de mettre ça à disposition, donc je vais recycler mes choses. Mais je considère que le ramassage des ordures, je le paye, et donc je ne comprends pas bien pourquoi on ne peut pas dire que c'est les poubelles vertes qui deviennent déchets alimentaires. La poubelle verte, aujourd'hui, une fois qu'elle est remplie ou une fois qu'elle est collectée, elle est envoyée, elle part dans un centre d'incinération, donc tout est brûlé. Oui, mais c'est pas donc, à moi. Non, je vous explique juste comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que mettre une quantité énorme de déchets alimentaires dans cette poubelle verte, c'est revenir à brûler de l'eau en fait. C'est un petit peu ça. Ouais. L'obligation légale, ce n'est pas de vous proposer ce service en bas de chez vous, c'est de vous le proposer dans votre quartier, dans votre arrondissement, dans votre ville plutôt. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais si ça fonctionne très très bien, il n'y a aucune raison qu'on ne bascule pas avec plus d'installations, et c'est l'idée aussi de tri mobile. Comme disait madame, peut-être plus de propositions aux abords. Moi, je pensais aux écoles, naturellement, parce que les familles, aux abords des parcs et jardins, aux abords des écoles, il y a peut-être d'autres lieux aussi où il y a des gens qui viennent. Mais simplement, les déchets alimentaires, c'est quelque chose de quotidien, parce qu'on mange tous les jours. Donc, c'est vraiment celui-là qui doit être apporté. Et de même que tout ce qui est les emballages, parce que malheureusement on en a tous les jours. Par contre, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis complètement votre raisonnement, mais aujourd'hui, tout le monde ne va pas faire cet effort, même à domicile. Et donc faire venir, c'est réellement ce qui s'est passé. Hein, vous savez, ça fait quelques années qu'on a l'expérience et le recul des 3 autres arrondissements, et faire venir une benne même tous les immeubles du 15e arrondissement, pour quelques kilos, l'empreinte carbone, c'est du grand n'importe quoi, sincèrement. Alors, l'idée, c'était plutôt de les proposer un petit peu partout dans l'arrondissement. Et au regard de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, on a encore beaucoup de possibilités. Mais ça veut dire que quand je mange du poisson, je pense qu'il faut que je me fasse 600 ou 700 mètres aller-retour, ou 800 mètres, je ne sais pas exactement. Enfin, on arrête de manger du poisson. Non, oui, et on arrête de manger de la viande, et on mange mes croûtes de fromage. Donc ça fait gagner du temps. C'est vrai que je n'ai pas trop détaillé ce qu'on mettait dans cette poubelle. Sur ce qu'on appelait aussi déchets alimentaires, au-delà de la viande et du poisson, qu'on met aussi, vous avez raison, dans cette poubelle, on y met aussi les os, les arêtes, les coquilles, les coquillages. Oui.
Voilà, donc, D'accord. oui, effectivement, les gens qui travaillent, ils ont tout à fait le temps. Si ce n'est pas à côté de leur arrêt de métro, ils ne vont pas le faire. C'est pour ça qu'au départ, on a proposé plutôt sur les marchés alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui viennent, pas loin du métro. Et ça, mais moi, je pense qu'il en manque encore beaucoup sur l'arrondissement. Encore faut-il, quand il y a des propositions, que ce soit aussi accepté. Et après, les personnes il y a des âgées, elles ne vont pas se promener avec leur sac poubelle au bout du bras. Non, tout le monde ne va pas jouer le jeu, c'est sûr. Non, c'est pas tellement pas jouer le jeu. On peut jouer le jeu chez soi, mais par contre, qu'on est quand même... Là, c'est comme si on nous supprimait le ramassage des ordures ménagères. Moi, je le ressens comme ça. Juste une précision. La collecte de la poubelle verte va continuer. Elle ne va pas s'arrêter. Mais c'est débile puisque vous êtes en train de m'expliquer que tous les efforts que je fais pour mettre que des déchets alimentaires dans ma poubelle verte, c'est pour que ce soit brûlé. Je vais vous expliquer pourquoi elle va continuer. Parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui trient correctement. Et donc il y a encore beaucoup de Parisiens, pas du 15e, de Parisiens, qui mettent encore beaucoup de choses qui devraient être dans la poubelle jaune et qui se retrouvent dans la poubelle verte. Il y a plus de 75% de ce qu'il y a dans la poubelle verte qui devrait être dans la jaune. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai un chiffre comme ça qui me vient en tête, il y a une bouteille en plastique sur 2 qui se retrouve dans la poubelle verte. Donc c'est pour ça qu'on continue à collecter tous les jours la poubelle verte. Voilà. Bon, je crois que c'est terminé. Bien. Ouais. Merci Jean-Paul. Sacré débat. Ouais. Isabelle, vous vouliez intervenir? Je voulais... C'est haut ce micro. Je voulais rappeler, d'abord merci pour la présentation. Merci à vous. C'était vraiment super, très intéressant et très complet. Il y a quand même la possibilité de faire des composteurs de quartier, mais je crois qu'il n'y en a pas dans le 15e. Mais il faut que ça soit porté par une association ou un collectif, c'est pour ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Mais donc ça existe quand même, pour apporter une petite précision. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que vous avez évoqué du coup le fait que ça marchait bien. Du coup, moi, j'ai pas de lombricompost individuel, mais j'ai le petit kit, le Bioso, et ça marche bien. Oui. Et est-ce qu'on pourrait avoir une idée justement du volume qui est collecté grâce en fait à cette solution et avoir un petit état des lieux depuis le début où ça a été mis en place jusque maintenant, de l'évolution. Moi, ça m'intéresserait de savoir à quel point ça marche et quelles sont les quantités vraiment qui sont ramassées. Je pourrais vous communiquer tout à fait les tonnages. C'est intéressant de voir quand même ces indicateurs-là. Pas vraiment sur votre quartier, mais sur l'arrondissement, oui, tout à fait. Sur le 15e, oui, sur le 15e, oui. Bon, ça, je peux vous le communiquer. Parce que voilà, c'est intéressant d'avoir quand même les indicateurs un peu concrets. Et puis, je pense qu'aussi, c'est peut-être intéressant. Je crois que vous avez évoqué le fait que les copropriétés peuvent aussi s'équiper. Mais enfin, j'imagine qu'il y a toute une procédure à suivre pour s'équiper aussi. Pour le compostage collectif ? Ouais. Oui, c'est assez. Je vais vous remettre la... Oui, c'est assez souple. Il y a juste un délai, pour le coup, entre la demande et on parlait tout à l'heure de la réalisation, la réalité et le concret. Il y a à peu près un mois de délai. Des critères très simples. Bon, que l'immeuble soit à Paris, qu'il y ait un petit espace pour pouvoir justement réutiliser. C'est ce que disait Monsieur Pierre tout à l'heure. C'est bien aussi d'avoir un espace pour réutiliser le compost. Critère très important, c'est l'accord du syndic et du bailleur. Et puis c'est vrai que, alors nous sur la fiche on met un minimum de 7 participants, ça dépend tout à fait de la taille de l'immeuble. Si vous êtes 4 locataires ou 4 copropriétaires, la moitié ça ira, parce qu'il faut quand même une dynamique. Et surtout, si jamais vous êtes intéressé, il faut rassurer les gardiens et les gardiennes, si vous avez encore la chance d'en avoir, ça ne nécessite aucun entretien de la part du gardien ou de la gardienne. Voilà. Oui. Très bien. D'autres questions ? Françoise. Oui. Ce n'est pas une question, mais quelque chose que j'ai vu dans le 14e arrondissement. Je ne sais pas si vous connaissez la place de l'Île de Saint, qui est près de l'école Arago, boulevard Arago. Il y a des gens qui s'occupent, qui ont fait installer des composteurs en bois. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je suis passée, il y avait un monsieur, un jeune homme. Alors, c'est les habitants il y a des habitants d'immeubles et le monsieur était en train de touiller dans un bac. Et ils ont donc, il y a trois. Parce qu'il y a un bac de repos, un bac ils ont 2 fois 3. Donc il y en a. Et alors, ils les ont entourés pour que ce ne soit pas trop vilain, de plantations de fleurs. Enfin, il y a des bacs à fleurs de chaque côté de ces composts et entre les deux.
Mais alors, c'est réservé, donc... enfin, lui, il m'a dit, le monsieur que j'ai discuté avec lui, il me dit, non, c'est pas réservé, vous pourriez venir. Moi, ce n'est pas mon quartier, c'est près du métro, enfin, moi, je descends au métro Saint-Jacques et je vais suivre des cours dans... C'est clairement ce dont parlait Madame Roy, c'est porté par des associations, voilà, des promoteurs de quartier. C'est l'association des habitants de la place de l'île de Saint. C'est ce dont on parle. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça, oui. Oui. Mais ils sont sous cadenas, en fait. Hein. Oui, complètement. Parce qu'ils sont privés. Enfin, oui, il y a un cadenas, mais je lui ai demandé, mais pourquoi? Alors, je lui ai demandé, mais parce qu'il me disait, mais vous pourriez venir, mais moi je suis pas. Non, c'est pas vrai parce que. Non, il y a des cadenas. Madame Labeille, voilà. Oui. Juste pour faire un parallèle, aujourd'hui, quand vous sortez par exemple vos poubelles plus tôt que l'heure légale, en gros pour rappeler un petit peu la réglementation sanitaire, il faut sortir votre poubelle 1 heure à peu près avant le passage de la benne, et quand la benne est passée, il faut la rentrer à peu près un quart d'heure après. Ça, c'est la réglementation qui est plus ou moins respectée, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horaires 23h, il n'y a plus de gardien, etc. Parfois, il y a très souvent même, avec Jean-Yves Pinel, élu à la propreté à la mairie du 15e arrondissement, on a des plaintes. Et c'est surtout qu'en sortant votre poubelle trop tôt, d'une part, vous êtes susceptible d'être verbalisable, ça existe aussi, hein, mais c'est que surtout, en la laissant dehors, notamment la poubelle jaune, vous risquez d'avoir plein de gens qui, au passage, vont mettre n'importe quoi dedans, oui. Et du coup, votre poubelle va être pollué, en gros, il va être refusé. Oui, je sais. Et donc, le compost de quartier, bien évidemment, c'est sous clé. Sinon, les gens vont mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Bien sûr. Non, je comprends bien, mais moi, je suis dans une résidence locative. Et on a un gardien et on pourrait envisager ça, mais... Si vous avez des soucis pour convaincre le gardien ou même le bailleur, mais c'est souvent le gardien qui est réfractaire, qui a peur qu'on lui donne une mission supplémentaire sans indemnité derrière, le cercle. Moi, je peux venir le convaincre, tenter de le convaincre avec vous, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Bien, c'est noté. Merci. Écoutez, je pense qu'on va clôturer cette séance. Le service qui est très bien. Moi, j'ai déjà eu affaire à eux et à chaque fois, ça a été vraiment... ma demande a été rapidement... Je remonterai vos remerciements à Monsieur Fleureau, le responsable de la propreté. Madame, peut-être une dernière question? Oui. Mais c'était sur un autre sujet, si je peux me permettre. C'est plutôt dans les questions diverses. C'était au sujet de la rue Péclet. Actuellement, il y a eu un aménagement du quai Bus qui a été mis aux normes pour les PMR. Mais derrière, il y a toujours cette espèce de rue qui est fermée, qui sert de parc de stationnement. Et en fait, dans le budget participatif, le projet 314 et 315, il y a un lieu, c'est un espace, il y a une demande d'un espace de lecture dans toutes les écoles et les lieux de vie de quartier. Et l'idée était de favoriser l'envie de lire pour tous les publics, etc., permettre d'avoir accès aux livres, à la BD. Et vous avez dans le projet l'aménagement d'espaces calmes, propices à la lecture. Vous avez donc les écoles, les associations, la bibliothèque mobile, gérée et stockée par les centres Paris-Anime. Et dans le 315, il y a une demande d'espace des enfants qui ferait en même temps office de café pour les parents. Et donc cet avis avait d'abord été défavorable. Et puis après, parce qu'il n'y avait pas de lieu précis, et finalement, il y a eu un avis favorable, mais qui n'a pas été budgétisé. Ma question était, est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper tout ça, c'est-à-dire faire une sorte de ludomove? Vous savez, c'est les conteneurs où à l'intérieur, il y a des tables, des chaises, et on peut les sortir, et on peut faire des jeux de société, prêter des livres, et en même temps avec un food truck qui servirait par exemple simplement pour le goûter ou le café, des choses comme ça. Et ça ferait un espace de rencontre convivial, intergénérationnel. Donc c'était pour essayer de faire quelque chose de cet espace qui en fait sert à rien, quoi. Voilà, quoi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter, puisque ce n'est pas tout à fait réécrit le budget participatif, Ludomove, simplement mettre un Ludomove. Effectivement, il faut... Merci, vous avez toute la verve et l'énergie pour devenir conseiller de quartier lors de la prochaine mandature. Oui. Je vous félicite, n'hésitez pas à... Vous l'avez déjà été, vous pouvez le redevenir, c'est la chance. il faut le redevenir. C'est bien noté, effectivement, il faut se rapprocher du porteur de projet pour... qui a encore le pouvoir, à mon avis, de pouvoir fusionner ce genre de choses. J'en profite pour dire que nous, avec le budget du conseil de quartier, on a le projet de faire une box à livres à l'entrée du square Saint-Lambert. Vous savez, des livres qu'on peut piocher dedans
en rajouter, etc. Sur le budget donc, du conseil de quartier, et c'est en cours de devisage toujours. J'ai l'impression que les devis, c'est une gageure ici, mais voilà, en tout cas, c'est en cours. Et merci à tous, merci à la direction de la propreté de l'eau, merci à tous les conseillers de quartier. Je rappelle que c'est le dernier conseil de quartier de cette mandature, et à bientôt. Champagne.